Salut à tous, bienvenue sur Horus. Alors, dans le top 10 des lieux les plus mystérieux en France, figure le mont Bugarache. Ce mont a été mondialement connu en 2012. Rappelez-vous, il y a eu ce fameux calendrier Maya qui prédisait la fin du monde le 21 décembre de cette année. Et le mont Bugarache faisait partie des quelques lieux sur Terre où il était possible de survivre à cette fin du monde. Mais le mont Bugarache était connu bien avant cet événement par de nombreux ufologues, puisque depuis très longtemps, beaucoup de personnes ont témoigné avoir aperçu des ovnis autour du mont, voire sortir du mont ou rentrer dans le mont. Il a même été surnommé de garage à ovnis. Et les apparitions continuent encore aujourd'hui, puisque mon invité du jour va nous partager justement son témoignage et son analyse sur des photos qu'il a prises il y a quelque temps de cela au mont Bugarache. Salut Christophe. Salut Jérôme, bonjour à tous. Eh Ravi de ben, me retrouver sur ta chaîne encore une fois. une nouvelle fois. Et bah oui, hein, pour ceux qui sont abonnés depuis un petit moment sur Horus, vous vous rappelez de Christophe, puisqu'on avait fait une belle vidéo avec Violette, tous les trois, sur les origines de l'humanité. Ouais, ça remonte à 2 ans ça déjà, hein. C'est ça. Et puis bah, la toute dernière vidéo que j'ai postée sur Horus, c'était ma conférence que j'ai donnée justement au festival qu'a organisé Christophe et Violette au mois dernier, les rencontres de Au mois l'inconnu, de, au mois de mai dernier, au mois de mai effectivement. dernier. Toutes les conférences vont être diffusées, soit par toi, soit par Antoine. Donc, Exactement, on est en train de travailler Antoine avait dessus. ouvert le bal en diffusant une première conférence d'Éric Charpentier et moi-même sur les mégalithes du Lot. Et toi, on a mis en ligne aussi sur notre chaîne ta conférence sur Sommes-nous seuls dans notre dimension? Voilà. Exactement. On Et puis, partage bah, l'information. voilà, on s'est fait un festival de festivals cette année, puisqu'après après Cajar, on s'est retrouvé au Festival de la Merveille et des Mystères organisé par Stéphane. Et puis, on s'est retrouvé aussi à Pimpon, au festival qu'avait organisé Demian. Et puis, bah, voilà, Ouais, mais pendant. tu nous lâches sur le quatrième, là, puisque nous, on va être à Cap-Tenac le 13 octobre pour aussi le festival qui sera organisé là-bas. Voilà. Eh oui, mais désolé, mais je ne peux pas faire tous les festivals. C'est- C'est pas grave, c'est pour ça que on fait l'avant-première avec toi. Bon. Et puis, bah, justement, lorsqu'on s'est retrouvés, pendant ces festivals, à un moment, tu me dis: «Mais Jérôme, voilà, je suis allé au mont Bugarache». Alors, pour ceux qui ne savent pas où se situe, le mont Bugarache, c'est dans l'Aude, hein, pas très loin de Rennes-le-Château, dans le Bah, sud de la France. je vais développer, si tu veux, au cours de OK, l'introduction. OK. On Et va puis, en bah, tu parler. m'as dit, voilà, ce qui s'est passé. Alors, j'ai dit: «Bah, waouh, ça, c'est impressionnant». Alors, justement, Christophe, moi, ce qui m'a interpellé dans l'histoire, c'est que bah, la première fois que tu es venu sur ma chaîne avec Violette, tu nous as parlé du mont Bucégy. Et Oui, là, tu c'est vas nous parler vrai. du mont Bugarache. T'es attiré par les monts ou quoi? Qu'est-ce qui se Ah passe? bah oui, oui, j'avais pas fait le rapprochement, dis-moi, mais c'est vrai que j'avais pas percuté, mais effectivement, on a parlé de Mont la première fois, on reparle de Mont la deuxième fois, c'était absolument pas prévu. Hmm. Que nous réserve la troisième fois, les 3 monts. Alors ça, c'est une bière, mais je n'en bois plus. Non, mais c'est vrai que. Alors, justement, quand on avait fait cette émission avec Violette, au tout début de l'émission, moi, j'avais demandé à Violette, hein, voilà, comment t'es tombé dans la marmite. Et puis, elle m'a expliqué cette apparition d'OVNI que vous avez eue tous les deux. Ouais. Et Alors, puis, qu'elle a vu, un phénomène qu'elle a vu, effectivement, on est en fin juillet 2018. Chez nous, dans le Lot, il est 23h45 de mémoire. On a le privilège d'être dans un endroit assez sympa face à la vallée du Lot. On dort l'été dehors puisqu'on a une terrasse qui est abritée à l'époque. Donc, c'est très agréable de pouvoir profiter d'un ciel étoilé, surtout dans le Lot où on a vraiment les étoiles qui sont là en règle générale l'été quand le ciel n'est pas trop nuageux. Et là, moi, je roupille parce que
à cette heure-là, j'étais déjà dans les bras de Morphée. Et là, je me fais secouer par Violette qui me dit, mais regarde, regarde là-bas, qu'est-ce qui… Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, regarde ce qui se passe dans le ciel, tu vois pas? Mais je dis, si, il y a Mars. Et puis, elle me dit, non, mais à côté de Mars, parce qu'il y avait une conjonction ce soir-là entre Mars et la Lune. Ah, je dis, ouais, il y a quelque chose. Mais elle me dit, oui, ça fait comme une boule de feu qui est montée du cause juste en face de chez nous. Et puis là, alors du coup, j'ai le réflexe d'attraper mon appareil photo, je prends une photo et immédiatement, je prends une application, un petit logiciel d'astronomie et je vais faire la photographie du ciel en réalité augmentée. Et là, je retrouve bien ma Lune, je retrouve bien la planète Mars et à côté, j'ai pas le mystérieux objet que j'ai sur la photo. Donc, on s'est posé beaucoup de questions à l'époque. On a fait une déclaration au GEPAN. Et Alors puis, justement, voilà, voilà, c'est là-dessus que je voulais en venir, parce que je me rappelle, tu nous expliquais que, enfin même Violette nous expliquait, bah, elle disait: «Merci de GEPAN, hein, parce que vous avez envoyé, tout ça au GEPAN, vous avez aucune ah ouais, je réponse». leur ai fait un rapport de 14 pages avec des photos des azimuts, Mmh, des cartes IGN, etc. Et le dossier n'a même pas été enregistré puisque dans voilà. les déclarations de juillet, il n'y a pas la nôtre. Donc il y en a deux ou Mmh. trois, mais il n'y a pas la nôtre. Donc bon, on s'est dit à ce moment-là, ça ne sert pas à grand-chose. Et puis on a eu l'occasion par la suite de rencontrer des personnes qui sont un peu comme nous maintenant, des chercheurs, des gens qui se renseignent, Des des chercheurs ufologues, curieux. voilà, et puis qui m'ont dit, bah, de toute façon, j'ai pensé, ça sert à rien parce que finalement, il n'y a rien qui en ressort derrière. Mais on aura l'occasion au débat, au cours de mon petit exposé d'en reparler, justement. Bah, justement, moi, on en a discuté en off, je me suis rendu compte que, bah, voilà, tu as un petit peu squeezé le GEPAN. Tu t'es dit: «Bah, moi, je vais faire mes propres, recherches, mes propres analyses Ah bah, sur sur ce ce que coup-ci, j'ai, oui. voilà, Sur ce sur ce qui s'est coup-ci, passé». oui. Alors, on va reprendre un petit peu la genèse. Est-ce que tu peux nous expliquer, Christophe, Bah, la genèse, on heu va l'avoir dans le déroulé du petit topo que j'ai préparé, si tu veux. OK. Eh ben, allons-y, Christophe, hein, partage-nous, ton petit topo, justement. Voilà, donc j'ai effectivement préparé un petit topo que j'ai intitulé 1 sur 1 7892e de seconde. Comment une photographie peut changer le regard que l'on porte sur le monde. Parce que effectivement, tout vient d'une photographie qui a été prise à Bugarach, comme on vient de le dire. Alors, déjà, voilà, donc le colibri est l'oiseau dont le battement des ailes est le plus rapide au monde parmi les oiseaux, puisque le battement est de 50 à 80 battements par seconde. Et là, nous allons parler d'un phénomène qui s'est passé en fait 100 fois plus vite. Alors, euh, le moustique, dans le règne animal, lui, bat des ailes à des fréquences qui vont jusqu'à 600 battements par seconde. Et là, on va parler d'un phénomène qui s'est passé 10 fois plus rapidement. Donc, c'est pour montrer un petit peu la vitesse à laquelle s'est passé cet événement. Pour en revenir sur un plan astronomique, on sait que la lumière parcourt 300 000 km/s à peu près, et si on se déplaçait à cette vitesse, on ferait 7 fois et demi le tour de la Terre en une seconde. Mais à cette vitesse, 1/792e de seconde, nous n'irions, puisque moi je suis dans le Lot ou l'Aveyron, de Figeac à Rodez, 38 km, ça c'est la distance qui, à la vitesse de la lumière, serait effectuée en 1/7892e de seconde. Donc cette photo qui a été prise, c'est un peu comme si on prenait la photographie d'une balle de tennis ou de ping-pong dans un stade de football la nuit, par un soir d'hiver sous une tempête de neige. Donc on peut dire qu'on est sur une photo complètement improbable. Alors cet événement s'est passé à Bugarach entre le 14 et le 16 juillet, puisque Bugarach, il y avait l'événement au mois de juillet, donc organisé par Alexandre Rouget, de 3 jours de conférence, le Paratch de Bugarach.
et était invité notre ami Jean-Louis Lefebvre, qui était intervenu sur les rencontres de l'inconnu. Et c'est Mhm. pour aller soutenir Jean-Louis que nous y sommes allés, Violette et moi, pour assister à ces conférences et ces démonstrations du lundi. Alors, pour les gens qui ne connaîtraient pas Bugarache, Bugarache est un village qui se trouve dans l'Aude, donc entre Toulouse et Perpignan, et plus précisément au sud de Carcassonne. Et c'est dans un endroit que tu connais bien aussi, Jérôme, puisque l'année dernière, lors de ton Eurostour 2023, tu es allé à Rennes-le-Château, Rennes-le-Château. à une dizaine de kilomètres de Bugarache, que l'on voit sur le point signalé sur la carte. Et puis un petit peu au-dessus, on a Rennes-les-Bains. Donc on est dans Mhm. une région quand même qui est assez mystérieuse de par son histoire, parce qu'on est aussi en Exactement. plein pays cathare. Certes, le pic de Bugarache est imposant et le village charmant. Des utopistes, chercheurs du trésor des Templiers et autres conquérants du Graal ont depuis longtemps déployé ici leurs croix occitanes et leurs sigles bouddhistes. Le sol est ferrugineux, mais de là à faire de ce sommet des Corbières un garage à ovnis. C'était gentil, quoi. Ils faisaient leur petit cinéma en haut. Et puis, mais là, maintenant, il y en a partout. C'est affolant. Ils racontent des choses invraisemblables. Chaque jour, seul ou en groupe, des tenants de l'ésotérisme partent là-haut chercher des énergies positives. Certains y dorment même en hiver. En même temps qu'on monte ce pêche, c'est comme, si vous voulez, le taux vibratoire va monter, on est avec l'énergie du lieu. C'est le chakra coronal de la Terre. On annonce des bouleversements, c'est pas forcément la fin du monde, sans doute des bouleversements comme on en a connu aux grandes révolutions. Il y a les scientifiques qui attestent effectivement d'activités particulières au niveau du Soleil, je crois aussi. Il y a des aliments des planètes. On est tous interdépendants de tout ça. Les 200 habitants de Bugarache redoutent l'afflux des tenants de l'apocalypse qui viendraient échapper ici à la fin du monde, prédite sur Internet en 2012. Les terrains à vendre se font rares. Les prix ont flambé quand même. Il y a des charters entiers qui sont prévus, qui sont réservés pour venir d'Australie, des États-Unis, d'un peu partout. Allez, simple. Pour le 22 décembre 2012. Il y a des gens qui ont des raisonnements ésotériques et qui essayent de les faire valoir. Et puis il y a d'autres gens qui vivent dans un village et qui essayent de vivre tranquillement. Finalement, à Bugarache, on préférerait que la montagne soit moins sacrée et moins chargée de cette énergie un peu envahissante. Voilà, alors j'ai trouvé cette petite vidéo que je trouvais assez intéressante parce qu'elle résume bien en quelques minutes l'état d'esprit qui règne à Bugarache, notamment depuis 2012. Et c'est toujours un lieu chargé de mystère et de personnes qui viennent à la recherche et à la découverte d'objets volants non identifiés. D'ailleurs, quand nous nous sommes posés au camping de Bugarache, nous avions à côté de nous deux dames qui avaient une petite application qui, la nuit, envoyait des fréquences pour provoquer des rencontres du troisième type. Bon, je ne sais pas si elles ont fait une rencontre de troisième type, mais nous les avons rencontrées du coup, et l'une d'entre elles, Laurence, sera une conférencière l'année prochaine sur notre festival. Comme quoi, Mhm. elles ont attrapé un drôle d'ovni ce jour-là. Mhm. Alors, pour préciser un petit peu la photographie, je vous ai mis un petit peu, là, je vous ai mis la carte topo où on voit, j'ai précisément positionné le lieu où je prenais la photo avec le trait noir qui indique la direction du pic de Bugarache. Donc, pour les gens qui sont intéressés, je vous ai même mis les coordonnées géographiques. Et donc la rue au bout de laquelle j'étais se situe à 1770 mètres du pic, ou du pêche comme on dit en occitan, qui culmine à 1230 mètres d'altitude. Et d'ailleurs, ça en fait le point culminant des Corbières. Donc Alors, là, excuse-moi, je te coupe, Christophe. Je oui, tenais à préciser que ce mont, bon, comme je l'ai expliqué en préambule, et fait partie des top 10 des lieux mystérieux en France. Mais il y a quand même une interrogation sur ce mont, puisque géologiquement, c'est un anticlinal inversé. Alors, donc je ça me m'explique. rappelle des propos qui ont été tenus par un de tes conférenciers. Exactement. Voilà.
Donc, en anticlinal, déjà, c'est un lieu où il y a des anomalies géomagnétiques. Mais là, en plus, c'est un anticlinal inversé, c'est-à-dire que lorsque géologiquement, on analyse les couches géologiques hein, de ce mont, on se rend compte que les couches les plus anciennes sont au-dessus et les couches les plus récentes sont en dessous. Comme si c'était un énorme bloc, un mont qui avait été inversé, en fait. Basculer. Basculé, exactement. Et ça reste toujours une énigme pour les géologues d'aujourd'hui, puisqu'on n'a pas d'explication sur. C'est un lieu unique en France par rapport à cette anomalie géologique, on va dire. Alors moi, effectivement, j'y allais pas pour faire des photographies, mais il s'est trouvé que j'ai pu faire une série de 11 photos du Mont Bougarache et Oui. je vous ai préparé une petite séquence vidéo en temps réel. Donc, Alors, est-ce que justement tu peux nous expliquer les conditions dans lesquelles tu as pris ces photos? Parce que, et ben voilà. voilà. Alors, en fait, j'étais donc avec Violette et puis Elisabeth, la compagne de Jean-Louis Lefebvre et son fils. Et là, Elisabeth me dit, mais t'es à Bugarache, tu devrais faire des photos. Bon, bah, je fais une photo, mais elle me dit non, quand on fait des photos, il faut en faire plusieurs. Donc, effectivement, je vais faire une photo, une série de 11 photos que je vais vous présenter maintenant en temps réel, sachant que la séquence totale de la prise de ces 11 photos va s'étaler sur 1 minute 47. Donc, au milieu, j'ai fait une interruption après la quatrième. Je meublerai un petit peu pour qu'on se rende bien compte du temps qui s'est écoulé pendant cette prise de vue. Donc, la première photo a été prise à 11h11, 37 secondes et les photos défilent. Et là, en fait, je me suis aperçu que sur les photos qui venaient d'être faites, il y a eu une anomalie et je profite de ce petit temps de pause pour vous dire que Jean-Louis Lefebvre maintenant un ami, est un astrophysicien très, très intéressant. Et en plus de la présentation du film, de la série YouTube qui va sortir sur les adultés, qui s'appelle Les Ailleurs et qui va être disponible gratuitement sur YouTube d'ici quelques semaines. Il nous a fait donc l'après-midi une présentation à force de maquettes de notre système solaire, de notre galaxie, de l'ensemble des galaxies. Et on a même fait un petit sketch où il a pris des personnes du public pour représenter le Soleil, la Lune qui tournent autour et pour nous montrer en fait comment se passent les phénomènes des éclipses. Donc c'était quelque chose d'absolument passionnant parce que Jean-Louis est à ce niveau-là très, très, très intéressant. Voilà. Et donc, et d'ailleurs, la série Les Ailleurs, je vous la recommande parce qu'il y a 6 vidéos et ça va être vraiment quelque chose de très intéressant. Et là, un petit compte à rebours. Les photos vont reprendre. Il va y avoir 7 photographies qui ont été prises, là encore, à peu près à un intervalle de 2 secondes chacune, plus ou moins. Voilà pour la dernière. Et en fait, maintenant, on va aller, est-ce que peut-être que si tu passes cette vidéo en live, tu vas avoir dans les commentaires des gens qui vont te dire « Ah, ben, j'ai vu quelque chose » ou « Je peux peut-être dans le ciel ». Alors, j'ai tout entendu. On m'a parlé de dragon, on m'a parlé de paraédolie, mais là, je dois dire qu'on n'est pas sur Miasme TV, donc Antoine n'est pas là, donc on ne va pas en parler. Allez, je laisse pas le suspense plus longtemps, je vous défile la vidéo suivante. Donc, la photo prise à 11h11, 43 secondes au 1 7892e. Et là, ça commence à devenir intéressant. Et là, ça devient intéressant parce qu'il se trouve que sur cette photo, Voilà ce qu'on voit. on voit quelque chose qui est quand même particulier. Alors, certains vont peut-être te dire, mon cher Christophe, c'est un oiseau, un aigle ou un rapace ou je ne sais quoi. Alors, on abordera, oui, On alors pourrait un voir rapace, on ne peut pas. allez, un vautour même, tu vois, avec Oui, le long si, cou alors un vautour, oui. qui Alors vient un vers vautour, toi, quoi.
Il vient vers toi. Ouais, un vautour, je veux bien parce que effectivement, il est connu qu'à Bugarach, il y a des vautours. Mais Mm. quand on regarde la photo, là, franchement, moi, je n'ai pas eu la sensation d'avoir affaire à un vautour. Et donc, je vais donner quand même les particularités. La photo a été prise donc avec mon téléphone, qui est un Stellar Cross Call. La focale 1.9, le temps d'exposition 1,8792. Ce qui est dommage, c'est comme je n'avais pas prévu de faire ce type de photo, je n'avais pas paramétré mon appareil photo en RAW pour avoir des images de grande qualité, j'étais simplement en JPEG. Donc, si on avait été en RAW, on aurait pu avoir peut-être un effet plus intéressant, on aurait pu avoir plus de détails sur la photo sans avoir à l'agrandir. Mm. Alors, comme je le disais, je n'étais pas seul puisque nous étions 4 personnes au moment de la prise de vue, Violette, mon épouse, Elisabeth, Aristide Elisabeth et moi-même. et leur fils. Mm. Et Aristide, voilà. Aristide. Et cette anomalie, nous la retrouvons à aucun endroit des 3 photos précédentes, ni même à aucun endroit des 7 photos suivantes. C'est juste sorti sur une photo prise à 1/7892e de seconde. Et aucun d'entre nous de visu, puisqu'on était tous les 4 à regarder le mont, n'avons remarqué cette anomalie. Oui. Alors là, ça pose une question déjà. Et c'est ce qui est intéressant dans ton témoignage, Christophe, c'est qu'en fait, là, on est parti sur quelque chose que tu as constaté en regardant les photos que tu Ah, avais tout de prises. suite, bah oui, parce que bon, Parce quand qu'à tu fais l'œil une nu, photo, vous tu regardes ce avez que rien tu vu, quoi. fais. Voilà, tu regardes ce que tu fais, et là, tout de suite, mais c'est quoi ce truc? Mm. Et là, bah, Elisabeth me dit, bah, continue, prends-en d'autres. Donc, j'en ai pris d'autres, mais le temps que je réalise que j'ai ça, que je leur fasse voir, il s'est passé ces fameuses 85 secondes. Mhm. Alors, la question qu'on se pose, c'est l'œil humain peut-il tout voir? Donc, bah, je me suis un peu intéressé au sujet. Tout le mois d'août, j'ai quand même pas mal cogité là-dessus. Et donc, il est d'usage de dire que l'œil humain voit 24 images par seconde. D'ailleurs, c'est pour ça, c'était les standards du cinéma pendant très longtemps. Alors maintenant, depuis Avatar, qui a été tourné en 60 images par seconde, on peut avoir des vitesses plus rapides pour des effets spéciaux. Et il existe même des caméras aux États-Unis qui valent, quand elles sont sorties il y a 10 ans, 170 000 $, qui permettent de prendre du 900 images par seconde. Mais 900 images par seconde n'ont un intérêt que pour des ralentis de qualité exceptionnelle. Eh oui. Parce qu'aujourd'hui, d'après les études qui ont été faites, et je crois que ce sont des Japonais, les capacités physiologiques de notre œil ne nous permettent pas d'appréhender plus de 240 images par seconde. Mais ce n'est pas parce qu'on qu'on appréhenderait ces 240 images par seconde que le cerveau pourrait les assimiler. Parce que lui, notre cerveau, n'a pas la capacité d'assimiler un tel débit d'image. Et d'ailleurs, on le retrouve quand on regarde une route vélo qui est filmée, on peut avoir la sensation qu'elle tourne à l'envers, tout simplement parce que l'œil va se mettre des repères et ne voit que des séquences de cette La rotation de la route réalité. vélo et lui donne l'impression qu'elle tourne à l'envers. Voilà. Donc, Mm. à la question, l'œil humain peut-il tout voir? Bah, la réponse, c'est non. Non. Pour moi, c'est clairement non. Donc, on a aujourd'hui la présence d'un objet sur la photo, et ça, c'est indéniable. Et donc, ça démontre que nous ne pouvons voir et comprendre qu'une seule partie de la réalité du monde qui nous entoure, par définition. Puisque ce truc-là, on était 4 à regarder, on ne l'a pas vu. Et pourtant, il est sur la photo, qui a été prise à une vitesse extrêmement rapide. Et donc, c'est pas parce que n'en déplaise à saint Thomas, pardon, saint Thomas, ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas voir certaines choses qu'elles n'existent pas. Voilà. Alors, j'ai demandé à un ami photographe animalier son avis sur la question. Alors, lui, il m'a dit, alors c'est un garçon qui a 58 ans aujourd'hui, qui a toujours fait de la photographie animalière
Et ces dernières photos, il est allé les faire au Ladakh, où il est allé photographier la panthère des neiges. Et c'est un garçon qui est né en Afrique, qui a été toujours au contact de la faune et de la flore, et qui a un œil hyper acerbe et hyper affûté pour dire les choses Analyser. telles qu'elles sont. Et là, donc, par rapport à l'emplacement, on voit le point Bugarache. J'ai rajouté dessus le positionnement du soleil et en rouge, vous avez la position qui, selon lui, était la position à peu près où se trouvait donc l'objet de notre photographie. Et pour lui, alors, il est aussi géographe, ça c'est important de le signaler, donc par rapport à l'analyse de la distance. Et donc, quand je lui ai projeté cette image sur mon vidéoprojecteur, là, il a vu que par rapport à différents reflets, à la fois sur la montagne en bas et sur l'objet, que ça ne pouvait pas être biologique. D'accord. Alors, arrivé là, on se dit, on est sur quelque chose inexpliqué. Ça serait peut-être bien de faire une déclaration au GEPAN. Au Vous allez GEPAN. voir sur le site Oui. du GEPAN ce qui se passe. Mais je Alors, sais que vous êtes fâché avec le GEPAN, avec non, non, Lionel. mais pour ceux qui ne connaîtraient pas le GEPAN, j'ai été sur le site du GEPAN et la mission du GEPAN, donc, qui est le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, consiste à fournir un service opérationnel basé sur des enquêtes liées aux observations rapportées. Bon, ben, je dis là, c'est bon, on va continuer. Alors, donc là, sur le site, j'ai aperçu un objet étrange sur ma photo. Bon, on est bien dans ce cas-là. Il ne s'agit visiblement pas d'une tache lumineuse, c'est pas un reflet, c'est pas un phénomène optique qui m'a été confirmé par Brice, notre ami photographe. Ce ne sont pas des orbes colorés, parce que là, on a l'impression vraiment que c'est quelque chose de plus affiné que ça. Et puis, on a mis de côté la trace de l'oiseau, du vautour et de l'insecte. Donc, en allant plus loin, on voit un petit avertissement quand même de la part du GEPAN. Les photos et les vidéos qui ne correspondent pas à des observations directes à l'œil nu ne sont pas prises en compte. Bah merde! Pardon, Merde, mes tu rentres pas auditeurs. dans les cases, là. Eh ben oui, mais comment je peux faire une déclaration de cette photo puisque j'ai pas vu le phénomène à Oui. l'œil nu, puisque ça a été pris au 1,7892e de seconde. Bon, donc la déclaration GEPAN, bah, c'est niet. Hmm. Alors, je voudrais faire ici une petite remarque quand même. C'est que nous devons envisager que c'est pas parce que nous n'avons pas entendu l'objet, non plus, parce que là, les 4 témoins, on n'a entendu aucun bruit, qu'il était silencieux. Parce que comme on ne peut pas voir certaines choses, d'ailleurs, par rapport au spectre lumineux, Jean-Louis nous l'avait expliqué dans sa conférence à Cajar, il y a aussi des sons que nous ne pouvons pas entendre. Les infrasons en dessous de 20 Hz, qui vont être audibles pour des éléphants ou des taupes, ne seront pas audibles pour l'homme, comme les ultrasons. Au-delà de 20 000 Hz, puisque nous pouvons entendre entre 20 et 20 000 Hz, les ultrasons qui vont à des fréquences supérieures à 160 000, bah, ça peut être pour les plus basses audibles par des chats, par des chiens, et puis pour les plus hautes fréquences, par des chauves-souris qui s'en servent pour se déplacer, ou par des dauphins. Et donc, ce n'est pas parce que nous n'avons pas pu les entendre. Donc, notre objet que j'ai repris là, il était peut-être dans la gamme des infrasons ou des ultrasons, mais en tout cas, il était inaudible pour l'oreille humaine. Alors après, je me suis amusé à essayer de voir si on pouvait estimer l'altitude de l'objet. Alors tout à l'heure, je ne sais pas si vous allez vous souvenir, mais je vous ai dit dans quelle zone précisément pouvait se trouver, je vous l'avais cerclé sur la carte, la petite zone rouge. Moi, je vais un petit peu plus loin en déterminant ce rectangle d'une zone verte. Donc, Bugarache, le photographe, moi-même, nous sommes en haut de la carte. Là, on ne le voit pas puisque j'ai agrandi. Et j'ai pris la zone à partir de l'aplomb de la montagne, qui est la zone où Brice me dit qu'il est probable que l'objet ait été, et le fond de la zone verte. Donc, on a pour la zone en haut de la carte 1700 mètres de l'observateur,
et en bas 2500 mètres. Et en travaillant sur la carte topographique par rapport aux courbes altimétriques et par rapport à la distance, eh bien, on peut voir que par rapport au sol, puisque tout à l'heure, je vous ai dit que le photographe était à 500 mètres au niveau de la mer, puisque le mont Bugarache, l'église de Bugarache, est à une altitude de 500 mètres. Là, on est à 350 mètres au-dessus pour le début de la zone. Et effectivement, comme on est sur un angle d'observation de 11,64 degrés, ça a été calculé en trigonométrie, ça nous donne que l'objet, s'il était au point le plus éloigné, il serait à 514 mètres, qui sont des altitudes quand même relativement basses. Donc, on peut estimer l'altitude de l'objet entre 350 et 520 mètres en se reportant en carte géographique. Alors après, je me suis dit, est-ce qu'on peut en estimer la taille? Alors, pour ça, et toujours en travaillant sur la carte topographique, vous voyez que sur la photographie, j'ai mis des repères. Les repères correspondent à la pique grosse, le repère au bout du trait rouge à gauche, et le point B correspond à l'aplomb de la montagne. Et là, donc, quand on travaille sur la carte, on peut mesurer cette distance et elle est de 480 mètres. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tiré cette photographie sur une image A3. Je me suis amusé à mesurer mon trait AB de 480 mètres qui représentait de mémoire 3 cm 2, et puis mon petit objet qui faisait 2 mm et demi. Et puis là, je me souviens que sur les bancs de l'école en primaire, on nous a appris à faire des règles de 3. Et quand on fait des règles de 3, on peut estimer la taille de l'objet s'il se trouve à 1700 mètres d'une taille de 37 mètres et demi. Alors 37 mètres et demi, c'est la taille d'un Airbus à 2 mètres près. Hein, c'est la taille d'un Airbus A220-300 qui doit faire 35 mètres, je crois, à la fois en envergure et en longueur à 2 mètres près. Hein. Donc c'est quand même un bel objet. J'ai essayé de les remettre à l'échelle pour que… Donc, j'ai touché la photographie. C'est juste l'image de l'avion que j'ai rapportée pour qu'on se rende compte. Alors, là, on a estimé la taille de l'objet s'il est à 1700 mètres. Mais s'il est à 2500 mètres, il est forcément plus grand. Et donc là, on reprend nos calculs et on s'aperçoit qu'il fait 55 mètres à ce moment-là. Donc, c'est déjà un beau bébé. Hein. C'est déjà un beau bébé. Alors, comme notre bébé, comme tu l'appelles, il est visible que sur une photo. Alors là, je n'en ai mis que 7 sur la séquence de 11. Et c'est vrai qu'il faut pointer du regard parce que c'est sur la 4e que si vous vous approchez de votre écran ou vous faites une impression ou un arrêt sur image et en grossissant, vous allez pouvoir le dire, qu'à partir du moment où on ne le voit que sur une seule photo, on peut dire que cet objet est en mouvement. Et si on le voit sur une seule photo prise au 7892e de seconde, c'est que ce mouvement, il est rapide. Eh ouais, mais là, ce qui est bien, c'est est-ce qu'on peut en estimer la vitesse? Estimer la vitesse d'un objet en mouvement sur une photo, c'est quasiment mission impossible. À partir d'une seule image, on n'a pas de point de repère. À partir d'une seule image, mais tu en as plusieurs. Ah oui, à partir d'une seule image, on n'a pas de point de repère. Mais on peut quand même essayer de dire des choses. Au regard de cette photo, on peut considérer que par rapport à la montagne, s'il vient de la gauche, il a fait une 50aine de mètres par rapport à sa taille en 2 secondes maximum, puisque c'est le temps, l'intervalle entre 2 photos. Et donc, si je prends cette hypothèse-là, ça nous donne une vitesse de 90 km/h. Mais cette hypothèse ne tient pas, car dans ce cas-là, si cet objet s'était déplacé à 90 km/h, vous l'auriez vu. On l'aurait vu. Bon. Alors, de la même façon, on peut estimer le temps qu'il aurait parcouru s'il était venu de la droite.
Donc, dans ce cas-là, par rapport aux maisons que vous pouvez visualiser et aux toitures, là encore, on a 350 mètres parcourus en un maximum de 2 secondes. Ce qui veut dire que là, ça nous donne une vitesse de 630 km/h. Déjà, Mais ça quand vous commence à avez un accélérer, objet, quoi. Mhm. pardon? Je dis déjà, ça commence à accélérer, quoi. Ouais, mais là encore, si, imaginez-vous, vous êtes à un meeting aérien, vous avez des avions en face de vous, ils sont à moins de 1700 mètres, ils volent à 600, 800 km/h, vous les voyez. On les voit. Et Exactement. là, on ne l'a pas vu. Donc, pour moi, c'est différent. Alors, je suis parti après un peu, allez, j'avoue, je me suis fait plaisir, un peu Mhm. dans les délires, à savoir, on va essayer de trouver une autre hypothèse. Comme l'image agrandie ne présente pas de traînée et que les contours sont bien définis, on pourrait dire que cet objet est immobile à la vitesse d'exposition de 1/7892e de seconde. Mais admettons qu'il ne soit pas tout à fait immobile, mais qu'il se déplace seulement d'un petit mètre. Il fait donc 7892 mètres par seconde, soit une vitesse de 28 400 km/h. Alors, j'ai mis l'ISS parce que c'est un petit peu plus rapide que l'ISS, puisque l'ISS se déplace de mémoire de 7 mètres et demi par seconde. Mais là, on est complètement dans le délire. Du moins, c'est ce que je me suis dit. Là, tu as déraillé. Je vois de la fumée derrière ton écran, mais c'est moi qui ai dû fumer une ligne. Là, c'est pas possible. Et alors, je me suis amusé à essayer de faire un dialogue avec une intelligence artificielle, celle que j'avais sous la main, Gemini de Google, et je lui ai posé la question suivante. À quelle vitesse un objet de 37 mètres et demi à une distance de 1700 mètres devrait-il se déplacer pour être invisible à l'œil nu? Mhm. Elle est claire, la Bonne question. démarche d'utiliser l'IA pour répondre à ce genre Ah de bah ouais, questions. mais tu sais, l'année dernière, on a passé toute une saison où on a été baigné dans l'IA, enfin il y a 2 ans dans l'IA avec ton cher collègue, donc il y a des Avec restes. Antoine sur les Mimi, il continue, hein. Il en Ouais, parle ouais, il y a toujours. des restes, il y a des restes, oui, oui, on a vu ça. Et donc la réponse. J'ai calculé la vitesse minimale et maximale à laquelle l'objet devrait se déplacer pour ne pas être visible à l'œil nu en utilisant les informations que tu m'as données. On se connaît, on se tutoie. Taille, objet, distance, angle de vue. Vitesse minimale, environ 20 000 km/h. Vitesse maximale, environ 30 000 km/h. Attention, ces vitesses sont des estimations et peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs comme la luminosité, forme de l'objet, etc. Ouais, Bon, intéressant, intéressant. Et ouais. En d'autres termes, pour qu'un objet de 37 mètres et demi situé à 1700 mètres ne soit pas visible à l'œil nu, il devrait se déplacer très vite, c'est ce que me dit l'IA, entre 20 000 et 30 000 km par heure. C'est une vitesse extrêmement élevée, comparable à celle d'une fusée. Ben, je viens de vous parler de l'ISS. Bon, alors là, je dois dire qu'on est en plein cœur du mystère, parce que franchement, moi, je ne sais plus. J'ai effectivement pris cette photo, mais qu'est-ce qu'on peut finalement en dire? Bah, on peut en dire au regard de la photo que c'est un objet. oui. Indubitablement, on l'a vu, je l'ai agrandi, vous avez pu avoir des images un peu plus détaillées. Rien n'a été trafiqué, c'est juste simplement un grossissement de l'image et une multiplication du nombre des pixels. On peut dire qu'il est volant. Là, a priori, là encore, il est bien dans Et les airs, oui. il n'a pas de contact avec la Terre, et puis il est non identifié. Donc, ce qu'on peut dire finalement, c'est que c'est un ovni. Qu'est-ce que vous en pensez? Jusque-là, je suis d'accord avec toi, hein, Ben voilà, là, Voilà. j'ai mis l'image la plus poussée que je pouvais avoir. Alors, Après, je faisais quand on... référence à allez, un volatile comme un Voilà, le volatile, oiseau, je ne le vois voilà, ou pas. pourquoi pas, certains diront c'est un insecte qui est passé. Bon, là, il a une tête bizarre Ah, il dans est le ciel. bionique, hein. Ouais, là, Il pour est le coup, bionique. mmh. Alors, Brice, dont je vous ai parlé, mon ami photographe, m'a trouvé un truc. Il me dit, tu regarderas, ça peut ressembler à un drone Avenger. Alors, effectivement, c'est un objet volant qu'on n'a pas identifié. Deux possibilités. Soit c'est une technologie militaire que l'on ne connaît pas, Mmh. soit c'est un objet exogène. Mais aujourd'hui, je suis Bah, incapable de vous dire quoi que ce soit. là, Moi, on je... est on est exactement dans le questionnement par rapport aux ovnis, hein. Beaucoup de personnes, un petit peu susceptibles et un petit peu, je dirais,
qui refusent de penser que ces ovnis viendraient d'ailleurs. Dans le, quand je dis ailleurs, hein, rapport à ma conférence aussi, hein, que ça vienne d'outre-espace ou d'autres dimensions, et vont tout de suite essayer de racoler ça à notre monde terrestre. Donc, évidemment, la première option qui peut s'ouvrir à chacun, c'est, et ouais, ça pourrait être des objets militaires, voilà, mais ça me rappelle comment le cas de cette vague qui a eu lieu en 1998 dans le nord de la France et de la Belgique aussi, Belgique, oui, c'est ça. où on a souvent dit oui, c'était le TR3B, etc. Expérience militaire d'objets non conventionnels. Bon, je vois pas l'intérêt de faire voler ça au-dessus d'habitations et de villes où il y a des habitants, au risque à moins de faire une expérience pour avoir Et, pour essayer d'imaginer l'impact que cela pourrait avoir sur Monsieur Tout le Monde. Bon, bref, j'ai mis ça de côté. Là, pareil, au Mont Bugarache, hein, ça s'est passé à quelle date exactement le 16 juillet, 16 16 juillet, juillet. 11h11 et 43 secondes. Voilà, donc un drone militaire le 16 juillet qui survolerait les alentours du Mont Bugarache, sachant qu'on est en pleine période estivale. Ouais, mais il y a eu le défilé 2 jours avant. Si ça se trouve, il s'est perdu, il n'est pas rentré à la base. Il n'est pas rentré, il n'a pas retrouvé le. Ouais, bon, bref. Ah, mais je Moi, sais pas, mais je trouve que cette photo est suffisamment perturbante, interrogative pour qu'on développe un peu et on essaye de se poser des questions. C'est ce que j'ai essayé de faire. Je suis pas ufologue dans l'âme. J'ai pas dit j'ai vu un ovni. Si, j'ai vu un Mm. ovni puisque c'est un objet volant non identifié, mais je suis incapable de dire ce que c'est, d'où ça vient. Les questions sont toujours là. Les réponses, je les ai pas. Mais je trouve que c'est quand même sympa parce que là, on a parlé d'un événement qui s'est passé en 1 7892e de seconde et ça fait 3/4 d'heure qu'on papote dessus. Distorsion du temps, Christophe. Et ouais, Non, mais complètement. moi j'aime bien dans ta démarche, comme tu le disais avec Violette, vous avez été déçu par le GEPAN par rapport à l'observation que vous avez eue en 2018. Et là, tu as pris l'initiative d'étudier toi-même le phénomène avec Bah ouais, des moyens que tout le monde a à sa portée. exactement. Donc, moi, j'invite tout le monde, voilà, comme l'a fait Christophe, bon, oubliez le GEPAN. Vous pouvez utiliser des logiciels qui sont accessibles à tout le monde aujourd'hui sur Internet pour essayer voilà, d'analyser si vous avez fait une photographie, une vidéo, voilà, d'avoir une analyse et faire votre propre opinion sur ce que vous avez vécu et vu, quoi. Ah Enfin, oui, toi, parce que pour le moi, coup, tu l'as pas vu. non, je C'est- ne l'ai pas vu. Et Mm. moi, je m'y attendais absolument pas parce que faire les photos de Bugarage, bon, c'était loin de mon objectif. J'étais là pour, on était là pour voir Jean-Louis et c'est Elisabeth qui me dit, mais t'es à Bugarage, fais une Oui, photo. Et puis fais quand des t'en fais photos, une, oui. ben non, mais fais-en plusieurs. Et oui, et effectivement, bah ça c'est effectivement le réflexe que je vais acquérir maintenant. Bah, c'est quand on fait une photo, il faut les doubler pour une raison. Il faut toujours doubler. Effectivement, mais là, rien Oui. n'était prévu. Si j'avais prévu de faire des photos, j'aurais cherché à mettre une qualité supérieure. Alors, par rapport à Bugarache, lors de la conférence de Jean-Louis, on peut quand même ajouter quelque chose. C'est qu'il y avait un monsieur très intéressé et très au fait de l'ufologie qui est venu le voir après et qui lui a dit qu'il posait des caméras infrarouges et qu'il faisait des analyses du monde du garage. Et d'après lui, je ne l'ai pas vérifié, il était à peu près à 500 sorties jour Mhm. d'objets non identifiés. Deuxième Énorme, énorme. Deuxième chose, lorsque Elisabeth et Jean-Louis étaient venus sur Bugarache, ils étaient un jour au camping en petite mobil-home là, hein, et ils ont été réveillés par un bruit très assourdissant qui venait du fond du plus profond de la terre.
Bon, bizarre. Et j'ai eu l'occasion de parler de ce phénomène à une personne que je connaissais, qu'on avait rencontrée juste avant notre apparition en 2018, et elle m'a dit qu'elle a fait de la spéléo sous le mont Bugarache, et qu'elle-même a pu entendre au niveau d'une sortie spéléo des bruits qui venaient allez, on va dire, centre de la Terre ou de sous la Terre, et qui les a vraiment perturbés. Donc elle a voulu y aller. À un moment, il y a une autre personne qui l'a suivi et ils n'ont pas pu aller plus loin dans leur progression. Donc là, ça me rappelle un petit peu les Le mont aventures de César Bucégy, Bratz dans le mont Bucégy aussi, exactement. Bucégy, parce qu'il faut bien le prononcer en Bucégy. roumain. Voilà. Mm, Donc c'est assez perturbant. Moi, l'ufologie, je regardais ça d'un œil assez éloigné. C'était vraiment pas ma tasse de thé. Mais là, j'ai pris cette photo, donc je m'y suis intéressé un petit peu plus, forcément, parce que faut essayer de comprendre et pas avaler tout cru et puis se dire, mais ce truc, il est là sur ma photo. Donc la première chose que j'ai faite, c'est de vérifier le capteur s'il n'y avait pas une merdouille dessus. Mais non, il n'y avait mm, rien. mm, Voilà, c'est bien sur la photo. mm. Voilà ce qu'on peut Alors, dire. tu vas donner une conférence justement sur tout ça. Ouais. Tu peux nous rappeler à quel moment et quel Eh événement bien, en fait, nos amis capdenacois, Maryse et Serge Marty, qui étaient au Festival de Cajar, et si le Festival de Cajar a eu aussi l'impact qu'il a eu, c'est parce que nous avait donné une tribune l'année dernière, au mois d'octobre, lorsqu'ils avaient reçu Philippe Méry, qui était accompagné de Rébert Lortal, donc c'était quand même deux poids lourds. Et on a eu beaucoup de monde à Cajar qui sont venus de Capdenac, et puis là, ils nous ont demandé puisque en fait ils étaient restés un peu sur leur faim, toute l'équipe à Cajar, sur l'intervention de Gundal, parce que Gundal nous avait fait une intervention qui a beaucoup intéressé les gens. On a perturbé certains, on a perdu complètement d'autres, mais tous ceux qui Oui. s'y sont accrochés ont voulu le revoir, et c'est un petit peu pour ça qu'ils ont monté le festival, puisque ça va être le festival des mondes mystérieux ou quelque chose comme ça. J'ai plus le titre exactement en tête, mais si tu veux, je te passerai et tu pourras mettre en lien les contacts, puisque c'est pour la semaine prochaine, le 13 octobre. Peut-être qu'il y a des gens qui sont dans le coin et à la dernière minute qui pourront aller voir. Et là, Gundal va avoir une tribune de 4 heures. Mm. Et là, je pense qu'il va pouvoir dire tout ce qu'il avait à dire Développer, à Cajar développer et ce qu'il n'a pas qu'il n'a pu pas eu faire forcément à le cause temps du de temps. développer à Cajar Voilà. sur ce fameux. Et Violette et moi reviendrons aussi. Ils nous ont demandé de refaire notre intervention sur les bouquins de Radu Sinamar, et notamment la Genèse oubliée, qui est le fameux livre qui explique, donne une version de l'évolution de notre humanité, donc selon Radu Sinamar. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai fait la traduction du bouquin en 2022. Bon, alors je ne parle pas roumain, mais on a des outils aujourd'hui qui nous permettent de traduire des textes d'une façon assez fiable. Et je préférais, moi qui ne maîtrise pas l'anglais, puisque le bouquin était paru aux États-Unis, je préférais m'attaquer directement à une traduction de l'œuvre d'origine. Mm. originale, Mm. parce que si je l'avais lu en anglais, je sais que j'aurais pu lire 30 ou 50 pages, mais je ne serais pas allé jusqu'au bout. Il y en a 330. Et Radu Sinamar utilise énormément de métaphores. Donc, une métaphore en roumain traduite En en, anglais que tu vas en anglais, toi-même ça donne retraduire quelque en chose. Et français, puis, si oui, tu le oui, retraduis en français, là, tu es en plein téléphone arabe et puis tu exactement. sais plus ce que les choses étaient à l'origine. Donc, Mm. et là, sur la Surtout conférence, si on on va parle de voir nos métaphore. origines de Mm. l'humanité. Donc, à partir de moins 400 000, toute l'évolution telle que le présente Rassoudou Sinamar. Et c'est ce qui est très intéressant, c'est que Bleuette, qui m'accompagne pour cette conférence, elle va reprendre les éléments qu'a publié notre ami Bleuette Dio, sur les origines de l'humanité, et va citer également les travaux de Pietro Buffa et de Mauro Biglino, qui corroborent en fait la version de Radu Sinamar. Donc c'est super intéressant. Mm. Voilà.
Est-ce que tu peux nous redonner le lien pour éventuellement, s'il reste des places, s'inscrire au Ouais, prochain alors événement je vais t'envoyer le lien et l'affiche tout à l'heure et tu pourras les mettre Eh ben écoute, dans le détail de la je ferai vidéo. ça pour le montage. Voilà, c'est l'association éco-citoyenne de Cap-de-Nac. Ils sont vraiment adorables et ils organisent des événements assez régulièrement. Et moi, j'ai été surpris parce que quand on y est allé pour la première fois, on ne les connaissait pas l'année dernière. D'une, ils nous ont donné spontanément la tribune pour présenter notre événement de Cajar. Donc, j'ai trouvé ça formidable avant que Philippe Méry n'intervienne. Et on est en plein mois d'octobre, on est dans un coin paumé du Lot, à la limite de l'Aveyron. Ce soir-là, il y avait 280 personnes dans la salle. Ah oui, bravo. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et on a revu pareil, pas Philippe Méry, mais Robert Lortal dans une autre soirée organisée par Serge et Maryse à Najac. Et là, c'était un autre abducté, l'ambulancier, là, j'ai oublié son nom, ça va peut-être te parler ou ça va parler à tes Oui, auditeurs. oui. Et ben là, c'est pareil, ce soir-là, il y avait encore Dans pas loin de une 600. DS break, une ambulance DS break, si je me rappelle bien. Combou, quelque chose comme ça, je crois, de Mm. mémoire. On a pris Christian Combou, je crois. Mm. On a pris son bouquin qui nous a dédicacé. J'ai pas eu le temps de le lire, mais là, il y avait encore au moins 150 ou 180 personnes dans la salle. Donc, je trouve ça génial que dans des petits coins perdus de province, eh ben, les gens se déplacent pour écouter autre chose que la télé, quoi, hein. Et j'aime bien quand on éteint la télé pour allumer son cerveau. Exactement. Bah écoute, j'espère qu'on a allumé le cerveau de quelques-uns ce soir ensemble, Christophe. Merci pour cette interview qu'on a fait ensemble sur Horus par rapport voilà, à ce que tu as capté, on va dire, au Ouais. Mont Bugarache. Et puis l'analyse que tu en as fait par toi-même. Moi, je vous invite à faire la même démarche si jamais vous avez Voilà, je des pense que tout photos, à des chacun peut le vidéos. faire. Voilà. Mm. Il suffit d'être un peu curieux et puis c'est intéressant parce qu'on se pose plein de questions, parce que ça va même plus loin. On aurait pu parler effectivement de l'expérience de H, parce qu'effectivement, là, si un a vu un truc et pas les autres lui vont lui dire, bah non, mais de toute façon, c'est pas possible, nous, on l'a pas vu. Et on sait que bah, la force d'un groupe va changer la persuasion et le regard d'une personne. Exactement. On Mm, peut mm, parler des images subliminales aussi. On peut parler de plein de trucs à mm. partir d'une seule photo comme ça. Ça m'a entraîné sur plein de sujets et je trouve ça hyper Mm. intéressant. Ah, tu parlais des 24 images par seconde, hein. Moi, je vous rappelle, avant les élections, je ne sais plus, c'était en 81, si je dis pas de bêtises. Oui, je me rappelle, hein, Quand tu étais tout 80, petit, c'était hein. la mort de Bob Marley et les élections de François Mitterrand. Et pendant les Mais publicités, t'avais quoi? T'avais hop, 7 ans. exactement, ouais, j'avais Tu 7 ans. vois. Mais je m'en rappelle parce que je me suis dit, voilà, bon, bref, il s'est arrivé un événement pour moi cette année-là. Je m'en D'accord? rappelle, j'ai encore la cicatrice sur le bras. Bref, Ah, et venir sur un 24 vélo. images par seconde, voilà, c'est pendant les publicités, Mitterrand, ils avaient déjà le contrôle des médias à cette époque-là, avait inséré je crois que c'était la présentation des publicités sur France 2. Enfin, c'était pas France 2 à l'époque, on avait TF1, on Antenne avait 2. Antenne 2. Où il y Les avait vieux briscards, ils s'en souviennent. la fameuse Ah, pomme, ouais. la présentation des pubs. Et là, 24 images par seconde, bah, la 24e, c'était la tête de Mitterrand. Ouais, et puis bah, il y a Disney spécialiste aussi, hein, Oui, ou même, aussi voilà, lorsqu'on présente des amusez-vous films à regarder. dans une salle de cinéma, hein, dans les pubs, bah, Ouais, la ouais. 24e image, c'est la bouteille de Coca. Et puis, quand Ouais, non, mais la placière alors moi, passait avec son petit panier puis ses bouteilles de Coca, bah, vous preniez un Coca. Tu vois. C'était histoire de. ouais, alors moi, je me suis intéressé du coup aux images subliminales, non seulement celles de Disney qui sont insérées dans les films pour nos enfants. Et généralement, ça ne s'adresse pas aux enfants. Oui, je suis d'accord avec toi. Ah, Mais là, voilà. c'est un autre, un autre Voilà, sujet. non, non, mais voilà. Non, non, mais ce qui fait qu'on peut passer beaucoup de choses. Mais là, elle n'est pas Oui. subliminale du tout. Cette Non, mais c'est photo, elle est intéressant, là c'est que voilà, il y a des choses qui peuvent se passer sous nos yeux, on va pas les voir. Et et on ne les voit grâce pas. au téléphone,
Pour le coup, c'est ce qui s'est passé pour toi. Grâce à un appareil photo où tu vas faire Ouais, c'est ça. des photos en rafale, là, l'appareil, lui, va capter des choses que l'œil humain ne peut pas capter puisque ça va tellement vite. C'est On parle ça. de Et 20 si 000, j'avais 30 filmé, 000 km/h. Évidemment, l'œil humain ne peut pas bon, percevoir. je suis incapable de faire une estimation de la vitesse. Alors j'ai quelqu'un à qui j'ai raconté le truc qui me dit, mais est-ce que c'était le passage d'une autre dimension? Ça ouvre plein de portes. On n'a pas les réponses. Oui, Moi, je suis pas oui, là. Je suis là pour essayer de donner des explications concrètes, oui. mais pour moi, 20 000 km/h, ça tient pas la route parce qu'à 20 000 km/h, il percute le monde. C'est pas possible quelque part. Voilà. Donc, alors, ce qui m'a amusé quand même, c'est que l'IA aille dans ce sens-là, mais elle n'est pas infaillible non plus. Et ça permet de relativiser aussi les réponses données par l'IA. Je vais dire que ça peut être un peu comme du Wikipédia, quoi. Non, mais j'en parlais Méfiance. Avec Et il Christian faut vérifier. Cambois. Parfois, on va trouver plus de réponses avec l'IA qu'avec la Ouais, mais bon, communauté toujours à scientifique actuelle vérifier. qui est bridée, qui est formatée, C'est l'IA n'est vrai. pas bridée ni formatée. Elle va te Mais donner une réponse. vérifier, vérifier, vérifier. Donc là, je ne peux pas dire qu'il vole pardon, à 90 km/h, 630 ou 28 000. J'en sais rien. Mais ce que je peux dire, c'est qu'au regard de cette photo, probablement qu'il était immobile, quoi. Enfin, qu'il était en mouvement. Et en mouvement rapide, c'est ce qu'on a dit. Bon, je sais que ton temps t'est précieux, mon cher Non, Christophe. mais Donc, écoute, mon rendez-vous n'est pas arrivé. Donc, tu bon, bah, vois, écoute, les gens sont en voilà. retard des fois. Donc, Un c'est grand très bien. merci pour ton témoignage, on va dire, hein, et puis Bah, avec grand plaisir, c'était très l'analyse que sympa tu de en as pouvoir te fait. le partager. En Voilà. avant-première, avant de le faire à Cap de Nax, c'était pour moi un petit galop d'essai aussi, mais c'est sympa de t'en donner la primeur parce que tu sais que Violette et moi vous apprécions énormément. Je vais pas dire sur la chaîne qu'on t'aime bien, si on t'aime bien, mais maintenant il faut se méfier. On t'adore, voilà. Tout comme Antoine d'ailleurs, parce que là je dois dire que vous avez fait un boulot extraordinaire pendant 2 jours au festival de tout nous capter. Et en plus, bon, vous avez eu des problèmes de son, donc c'est pour ça que c'est un Oui, petit long à mettre en ligne. Mais en tout cas, chapeau, vous avez été là et encore un grand merci à vous deux. merci. Bah écoute, oui, on a eu des petits soucis de captation de son parce que l'image c'est une chose, mais le son c'est important. Et en effet, comme tu le dis, et je l'ai mis dans la description de ma conférence, voilà, veuillez m'excuser pour la qualité du son pendant certains moments. Alors, je vous promets que il y a beaucoup de conférences où le son était top. Voilà. Oui, Donc, et puis alors, on est sur le montage avec Antoine. On va partager tous les deux sur nos chaînes respectives les conférences qui ont lieu sur ce festival. Et franchement, il y a eu du beau monde et ça va être sympa. et on peut rajouter quand même quelque chose au niveau du son, c'est qu'on avait du matériel tout neuf, l'association avait investi dans des micros sans fil, dans une table de mixage, Et etc. oui, Et qu'on avait une perturbation au niveau du son. Donc, on a pu penser que c'était les piles. On a Jérôme, notre ami, qui est un peu dans oui, le truc, qui nous dit, mais il faut changer les piles souvent, etc. Mais en fait, après coup, on s'est rendu compte quand même qu'entre le 9 et le 10 mai, il s'est passé des choses au niveau solaire, puisqu'il y avait eu des éruptions solaires très importantes et qui ont provoqué des aurores boréales visibles jusque dans le Lot, d'ailleurs, peut-être même plus au sud. Et moi, j'ai l'idée que les perturbations au niveau des micros puissent avoir un lien aussi avec ces ces phénomènes. événements solaires qui euh, se sont passés à ce moment-là, ouais, quoi. Mm. parce qu'il n'y avait pas de raison pour un matériel neuf. Au niveau de la distance, on était dans le Mm, cadre, mm. il n'y avait pas de. Voilà. Ah non, mais Et d'ailleurs, à tout a ce été titre, contre nous, hein. Rappelle-toi, avec la clé USB qu'on a été acheté dans le petit ah ouais, bah épicerie à d'ailleurs, Cajar en la quatrième vitesse. table de mixage est Et partie en ça marchait pas réparation non là. plus. Et, oh, Ouais, bon, ouais. bref, Mais on a bon, fait de voilà, notre mieux. c'était une première. Oui, Je vous promets que pour l'année prochaine, on va encore s'améliorer. Au lieu de faire 2 jours, un quart, on va faire 3 jours. On aura vraiment du beau monde. Les premières vidéos de présentation de nos invités sont en boîte. On attend encore quelques jours ou semaines pour pouvoir commencer à les diffuser. Mais pour tout vous dire, bah, pour le moment, on a Jean-Louis Lefebvre, on a Jean-Marc Andrieux qui ne sera pas conférencier, mais qui va nous faire un programme. Allez, 1 heure et demie pour lui, c'est pas suffisant. 4 heures, c'est même un peu court, même le temps qui a été accordé à Gondal là. Donc, on lui a proposé un format particulier qu'il a accepté. C'est une table ronde questions-réponses. Ça va démarrer à 21 heures et ça s'arrêtera quand il n'y aura plus de questions. Alors, moi, j'ai mis un pari déjà. Je pense que les derniers vont partir à 4 heures du matin. Bon, on a
Voilà, il y a déjà Bleuette Dio qui est dans la boîte, il y a Laurence Girard qui est donc une nouvelle conférencière, la dame rencontrée à Bugarach, qui va nous faire un truc topissime sur le masculin et féminin sacré, puisque ça sera le sujet au travers de notre alimentation et comment l'alimentation va changer les rapports yin-yang au sein du couple et développer la sexualité sacrée. Jean-Louis Lefebvre, ça va être par rapport à l'astrophysique, il va nous expliquer comment sans l'esprit masculin et l'esprit féminin en astronomie, les nébuleuses, quand il n'y a pas ce contact, eh ben, il n'y a pas de naissance d'étoiles. Ça va être un super programme. Oui. Et je vous ai mis aussi en lien avec Mathieu et Cathy. Mathieu Tout à Lavaux et fait, Cathy nous aurons Maury. Mathieu et Voilà. Cathy Lavaux, bon, qu'on verra un petit peu plus tard. On va retrouver aussi Éric Charpentier. On aura, bon, la liste, je te l'ai passée tout à l'heure, tu vois, ça va être On aura le temps d'en reparler d'ici préparer le le mois de mai programme. prochain. Hein. On a le temps, mais On a le temps. on va avoir un très joli thème et 3 journées qui seront, j'espère, mémorables. Et puis aussi, comme l'année dernière, il y aura un spectacle. Je peux vous dire que la pièce de théâtre, c'est Violette qui est en train de l'écrire. Elle est en train de terminer là ce soir et de mettre la dernière touche à la dernière scène. Et cette pièce qui va être assez, j'espère, drôle et captivante, va nous balayer 15 000 ans de l'histoire de l'humanité en 7 tableaux. J'en dis pas plus. Eh ben, hâte de voir tout ça. Bah, écoute, tu feras un gros bisou à Violette de ma part. Ben, je ne manquerai pas, Jérôme. Et puis, bah, je te remercie, Christophe, hein, pour ton intervention aujourd'hui sur Horus, Eh pour ben, nous avec avoir grand fait partager plaisir. ce phénomène intrigant que tu as capté à Bugarach. Et, ouais, et pour nous, sache que c'est toujours un plaisir quand il y a une nouvelle vidéo, on est abonné, on la regarde. Donc là, je vous invite à cliquer, à vous abonner, à mettre un petit pouce, parce que franchement, le boulot que fait Jérôme est génial. Alors, Merci. je tiens à préciser que je n'ai pas été très prolifique, je dirais, les 3 derniers mois, mais bon, c'est la vie privée qui fait que j'ai pas pu consacrer beaucoup de temps à ma chaîne. Mais là, je repars de plus belle. Hein, voilà, donc ça va s'enchaîner. Ben, c'est super. Ben, en tout cas, merci à toi, Jérôme. Merci Christophe et à très bientôt. À bientôt. Allez, salut les amis. Salut.